Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les EXIF. Alors, dans les vidéos précédentes sur les analyses photographiques, nous avons mis en relation les images pour mettre en valeur le sujet. Elles ont été faites par rapport à l'ouverture et à la vitesse. Le but était de montrer qu'en regardant une image, il y avait différents éléments qui pouvaient rentrer en ligne de compte pour savoir si une image fonctionnait ou pas. Alors bien sûr, il fallait regarder certains critères, comme nous l'avons vu. Il fallait se poser les bonnes questions. Et puis, ce n'est pas parce qu'une image nous plaît lorsqu'on la regarde qu'elle va fonctionner forcément. Et vice versa, c'est pas parce qu'une image va être techniquement correcte qu'elle va fonctionner. En fait, ça marche dans les deux sens. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux EXIF. Comme je te l'avais dit, je te l'avais déjà dit précédemment dans d'autres vidéos et puis dans mes emails, que si tu utilisais des EXIF d'autres photographes et que tu les appliquais pour tes images, ça ne te servirait à rien et tu n'obtiendrais absolument pas le même résultat que les photographes. Je pense qu'en faisant ça, tu seras contre-productif. Pour construire une image qui va fonctionner, à quoi dois-je penser avant de déclencher en fait l'image? C'est ici que les EXIF vont prendre toute leur importance. Alors bien sûr, je te le répéterai aussi en fin de vidéo, mais il est de ton intérêt de connaître en fait ton matériel et de connaître en fait tes bases pour bien exposer une image et de savoir à quoi elles servent. Alors on va prendre des exemples. Je vais te prendre plusieurs photos et puis je vais t'indiquer en fait ce à quoi les EXIF vont nous servir. Alors cette première image, c'est un paysage avec des carrelets qui se trouvent sur presque la ligne d'horizon entre la mer et le ciel. Alors qu'est-ce que je voulais en fait dans cette image? Alors je voulais beaucoup de netteté et puis je voulais aussi une vitesse suffisante pour éviter d'avoir du flou de bouger. Alors je règle en conséquence pour avoir cette image. Alors j'ai utilisé une focale de 300 mm. J'ai ouvert le diaphragme à f11, donc en fait je l'ai fermé par rapport à une grande ouverture, ce qui m'a permis en fait de récupérer une zone de netteté plus importante. Et puis la vitesse a été stabilisée à 1/500e de seconde. Alors ici tu vois que ma vitesse était plus haute que ma focale, donc ça m'a évité en fait d'avoir du flou de bouger lorsque j'ai pris la photo. L'ouverture que j'ai utilisée, là, le f11, c'est parce que en fait sur les ISO, ça m'a permis de ne pas monter trop dans les ISO. Alors ici je ne sais plus à combien j'étais, mais je pense que je devais déjà être au moins à 500-600 ISO et je ne voulais pas vraiment monter beaucoup plus. Donc j'ai réduit au niveau de mon ouverture. Alors pour un type de paysage comme ça en temps normal où il y a pas mal de lumière, je n'hésite pas à monter à f14, f16, voire un peu plus. Pour la deuxième image que j'ai prise comme exemple, en fait c'est un groupe de personnages. Alors c'est une photo où je voulais mettre en avant les fleurs, bien sûr. J'ai voulu créer une ambiance et j'ai voulu éviter de voir trop l'arrière-plan. Alors j'ai utilisé bien sûr mon 105 mm, mon objectif macro. Alors mon ouverture, dans beaucoup de cas sur mon macro, je suis ouvert à f4. Alors tout simplement parce que f4 c'est une ouverture qui me convient pour obtenir en fait les images que je veux. Alors c'est très très rare que je sois en dessous et ça m'arrive de temps en temps de fermer un peu plus en fait le diaphragme pour obtenir des choses différentes. Au niveau de la vitesse de cette image, j'étais au minimum à 1/100e de seconde. Tout ça pour éviter le flou de bouger encore une fois. Alors même si dans ces conditions de prise de vue macro, en général je suis au sol et donc je suis relativement bien stabilisé avec les coudes.
Au niveau de la vitesse et des ISO, je ne m'en suis pas forcément trop inquiété, je n'ai pas trop regardé à partir du moment où j'étais au-delà de ma focale, pour éviter donc ce flou de bouger. Je suis juste venu en fait utiliser ces deux valeurs pour exposer correctement en fait mon image. Pour le troisième exemple que je voulais te montrer, en fait c'est une photo d'une vieille Peugeot. C'est un petit peu un paysage aussi. Alors ici, ce que je voulais mettre en avant, bien sûr, c'est la voiture. La mettre en avant d'une façon particulière. Et je voulais aussi avoir l'ensemble du décor à l'arrière, parce que je trouvais qu'il était vraiment très intéressant. Alors ici, j'ai utilisé un grand angle, donc j'étais à 20 mm. Mon ouverture était à f8. Donc c'est une ouverture moyenne. Mais comme je suis au grand angle, eh bien, je récupère plus de profondeur de champ que lorsque je suis avec un 300 ou un 500 mm. En ouvrant à f8, eh bien, je savais que j'allais obtenir une bonne netteté sur l'ensemble en fait de mon image. Alors la vitesse, j'étais à 1 centième de seconde, donc j'étais bien au-delà de la focale. 20 mm, donc je ne risquais pas d'avoir de flou de bouger. Donc ça c'était parfait. Et puis je pense que alors là c'est pareil, en fait les ISO, je n'ai pas regardé sur cette photo à combien j'étais, mais je me suis positionné au minimum pour avoir ma vitesse à 1 centième de seconde. Et donc pour aussi bien exposer mon image comme je le voulais. Alors tu vois que même ici à f8, la zone de netteté est relativement grande, donc tu vois que j'ai réussi à mettre en valeur mon sujet qui est la voiture, tout en gardant de la netteté en fait sur l'arrière du paysage. Enfin, pour le dernier exemple d'image, eh bien c'est la voiture de sport. Alors cette voiture de sport, moi ce que je voulais, c'était de provoquer une sensation de vitesse, une impression de vitesse. Donc je voulais aussi que la voiture se détache correctement en fait de l'arrière-plan. Et puis bien sûr, je voulais réussir à avoir une netteté suffisante sur la voiture pour qu'on la distingue et que ça provoque quelque chose, hein, qu'on puisse reconnaître en fait la voiture et qu'on ait cette impression de vitesse. Alors j'étais avec mon objectif de 250 mm. Ici aussi, j'étais ouvert à f8. Alors, f8 pour obtenir une certaine zone de netteté sur la voiture, c'est ce que je voulais. Et puis, l'autre chose, c'est que j'étais assez près de la route. J'étais pas très loin, j'étais pas à 1 km. Et donc, avec ma longue focale, eh bien, mon ouverture me suffisait pour avoir la quantité de netteté que je voulais sur la voiture. Alors, bien sûr, les ISO ici, dans ce cas-là, je me suis mis au minimum. Donc, je n'ai pas vérifié, mais j'étais normalement à 100 ISO. Pour moi pouvoir baisser ma vitesse, jusqu'à obtenir en fait ce filet sur la voiture. Donc, bien sûr, ici, il faut multiplier en fait les essais pour voir la vitesse qui va être adéquate par rapport à tes ISO les plus bas et à ton ouverture de f8, alors ou une autre ouverture que j'aurais très bien pu prendre f11 par exemple. Voilà, donc tu vois ici, je t'ai pris 4 exemples d'images pour te montrer que les exifs, si tu les appliques tels quels, je sais pas, si tu prends par exemple la dernière image de la voiture de sport, si tu commences à régler toi, donc que tu te mets à 250 mm, que tu règles ton ouverture à f8, que tu te mets aux ISO les plus bas à ISO 100 par exemple, eh bien je doute que tu arrives à une vitesse comme la mienne à 1/40e de seconde. Tout simplement parce que tes conditions ne vont pas être les mêmes.
le vrai message que je veux te faire passer en fait dans cette vidéo, c'est que il faut vraiment penser ta photo pour régler tes exifs et non pas le contraire. Régler tes exifs pour faire ton image, l'image que tu vas poncer après. Le simple fait, c'est que si tu veux mettre du mouvement dans ton image, sur un sujet qui va bouger, il va falloir que tu réduises ta vitesse. Alors, peu importe, on s'en fout que tu sois à un 40e de seconde, un 60e ou un 200e de seconde. Le principal, c'est que ta vitesse soit réduite par rapport à la vitesse de ton sujet qui se déplace, et puis à la vitesse où l'action se fait. C'est simplement à ce niveau que les exifs vont être importants. Si tu veux, par exemple, figer ton mouvement, eh bien, tu sais que pour toi, figer ton mouvement, tu vas être obligé de monter en fait ta vitesse pour qu'elle soit suffisante pour ne pas voir le mouvement, pour que tu figes vraiment en fait sur un oiseau en vol par exemple, eh bien que tu aies du détail en fait sur les ailes de l'oiseau et non pas que sur la tête par exemple ou sur le corps. Si tu veux mettre en valeur un sujet, eh bien tu vas privilégier l'ouverture et en général si tu veux détacher ton sujet de ton arrière-plan par exemple, eh bien tu vas choisir une grande ouverture, c'est-à-dire une ouverture qui va être comprise entre par exemple un 4 et puis f6.3 ou f5.6 par exemple. En fait l'important c'est pas de connaître exactement l'ouverture que tu dois utiliser, ça peut être f4, ça peut être 5.6, ça peut être 2.8, peu importe. L'important c'est que tu sais que si tu veux mettre ton sujet en valeur et le détacher en fait de ton arrière-plan, eh bien il te faudra avoir réglé une grande ouverture. Au contraire, si tu veux faire une photo de paysage par exemple, où là dans la majorité des cas, on veut une grande netteté en fait sur les images, eh bien cette ouverture, tu vas la réduire. Donc tu vas prendre des plus gros chiffres de f11, f14, f16, f22 pour toi obtenir une zone de netteté qui va être la plus grande possible. Alors il faut, comme je te le dis, il faut que tu saches ce que tu veux transmettre et puis il faut aussi connaître ton matériel. Alors ça, je te le répète aussi depuis pas mal de temps, mais il faut que tu réussisses à connaître en fait à la fois ton boîtier et ton objectif pour réussir à utiliser en fait tous les atouts que tu peux avoir grâce à eux. Bien sûr, il faut que tu tiennes compte des conditions météorologiques. Alors ça va de soi, tout simplement parce que lorsque tu vas avoir une journée où il va faire gris, où il va faire pluvieux, tu vas avoir moins de lumière, donc il va falloir que tu règles en conséquence. Par rapport à une journée où ça va être ensoleillé, tu vas avoir un beau soleil, et où tu vas pouvoir gagner, réduire par exemple les ISO et gagner en vitesse. C'est un exemple. Et puis, je voudrais aussi que tu te rappelles que les exifs, il n'y a pas de bon réglage ou de mauvais réglage. Pour toi obtenir ce que tu veux, peu importe en fait ce que tu vas utiliser, le réglage que tu vas utiliser, le principal c'est que tu arrives au résultat. Le mauvais réglage, c'est si tu règles ton appareil et que tu n'obtiens pas en fait l'image que tu désires, en fait, ce que tu veux transmettre, si tu n'arrives pas à l'avoir, là, effectivement, c'est un mauvais réglage puisque tu n'auras pas su gérer, en fait, ton boîtier pour obtenir ce que tu veux. Mais que quelqu'un prenne une photo, par exemple, à 1/200e de seconde, mais qu'il obtienne ce qu'il veut, et qu'une autre personne lui dise, ben non, en fait, tu n'aurais pas dû utiliser cette vitesse, mais la mettre plus basse ou la mettre plus haute, eh ben non, en fait, c'est pas un mauvais réglage puisque
tu as réussi à obtenir ce que tu voulais sur ton image. Donc ça, je pense que c'est vraiment un travail à faire parce que c'est encore problématique, je pense, pour beaucoup de monde. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu reproduis les exifs des autres photographes que tu peux chiner sur leurs photos, eh bien, tu n'obtiendras pas la même chose. Tout simplement parce que en fait, tu n'auras pas le même matériel, tu n'auras pas les mêmes conditions de prise de vue, que ce soit lumineuse ou météorologique. La période sera différente. Tu pourras très bien être en hiver, en automne, été ou printemps. Le lieu géographique sera aussi différent. Et je pense qu'il y a trop d'éléments différents pour que tu obtiennes les mêmes choses. Et puis, suivant les lieux géographiques, en fait, la lumière ne va pas taper de la même manière en fait sur les sujets. Et donc, les valeurs seront complètement différentes par rapport à ce que tu peux voir en fait sur des images. Donc c'est pour ça que je te répète et je te le répéterai encore que les exifs ne te serviront à rien si tu les utilises de cette manière. Il faut vraiment que tu les utilises de façon à penser ta photo, de savoir ce que tu veux sur ta photo, ce que tu veux retranscrire. Et là, ici, tes exifs seront importants, puisque c'est ça qui va conditionner, en fait, ce que tu veux obtenir. Le premier lien en description, eh bien, c'est le lien pour télécharger la mind map que je t'ai préparée. En fait, c'est le plan de la vidéo que je t'ai faite aujourd'hui. Donc, si tu veux la télécharger, tu peux la télécharger. Le deuxième lien, ce sont mes emails privés. Donc si tu veux les recevoir 2 fois par semaine, eh bien il te suffit de rentrer ton email. Et puis les autres liens, eh bien ce sont pour découvrir mon travail. Alors si tu découvres la chaîne, eh bien n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter, à liker et puis à partager mon travail. Moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!